tu as raison. Et dans ce match des invités chaque soir, ce sont deux invités qui sont avec nous en plateau. Les sociétaires leur posent des questions et les invités se posent aussi des questions. Mais on démarre toujours par mes propres questions. Et donc Denis Boite, bien évidemment, on va enchaîner tout de suite avec le sujet de l'agriculture, puisque comme on le disait, elle est en crise. Mais depuis longtemps, vous êtes attentif à ses conséquences, les conséquences économiques. Mais il y a un volet aussi que vous avez travaillé au Sénat, c'est la question environnementale, parce que en réalité, pour ces agriculteurs, se pose aussi cette question pour les prochaines décennies. Abdel, si vous voulez, je reviens sur quelques-uns de vos propos introductifs. Vous annoncez 80 millions d'euros qui sont là pour les agriculteurs qui ont subi des pertes à différents aléas climatiques, c'est ça? Exactement. Enfin, c'est pas mes annonces à moi, c'est celle du ministre de l'Agriculture ce matin. Le ministre annonce 80 millions d'euros. Nous avons voté la loi de programmation de finances il y a un peu plus d'un mois maintenant, 2 mois. Il y a 20 millions d'euros d'inscrits au budget. Nous étions avec quelques collègues à demander 60 millions d'euros. Donc on n'était pas à 80, on était simplement à 60. Le ministre nous a dit qu'avec 20, on en avait largement de reste. Donc il a revu sa copie, on est à 80 millions d'euros, tant mieux, s'il en est ainsi. Sur les problèmes des coûts, je peux partager votre analyse, qui ne sont pas les mêmes, vous avez parlé du Maroc, mais parlons de la communauté européenne et regardons simplement en Espagne. Sur les problèmes des coûts, il y a la loi Egalim, qui fait que les producteurs, les metteurs en marché, les centrales d'achat, se mettent d'accord sur un prix qui est négocié à l'avance. Nous avons voté une loi Egalim, qui avait été faite par Julienne Normandie à l'époque. Nous avons voté la loi Egalim 2, parce que pour corriger un certain nombre de carences de la loi, et nous en sommes toujours aux mêmes problématiques. Le prix qui est payé aux producteurs ne correspond pas à payer parfois ses charges, ses coûts de ramassage, de culture, etc., etc. Donc on a un vrai problème là. Quand on parle de ce débat de la ferme France, en général, et je parlerai de viticulture si vous voulez après, aujourd'hui on importe des poulets d'Ukraine. Tant mieux si les accords avec l'Ukraine, parce que les moments de crise, de guerre, etc., font qu'il y a des accords bilatéraux qui se sont faits avec l'Ukraine, qu'il faut quand même un petit peu aider d'une manière ou d'une autre, mais toujours est-il que 50% des poulets que nous mangeons arrivent d'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez des productions, pour avoir été à la commission économique où nous avons en charge l'agriculture, on auditionne beaucoup de gens qui arrivent de productions complètement différentes les unes les autres, pour donner 2 productions qui peuvent paraître pas aléatoires, mais qui ne sont pas de grandes productions de céréales, le pois chiche et la lentille. On a interdit en France une molécule, je ne vous dirai pas laquelle parce que je ne m'en souviens plus, toujours est-il que les producteurs en production conventionnelle ont perdu 30% de la récolte, et le même producteur à côté qui était en bio, lui, a perdu 50% de sa récolte. Et on importe dans le même temps 80% de pois chiches ou de lentilles de l'extérieur. Peut-être faut-il se poser des questions de cette réglementation qui est de la surréglementation par rapport à la réglementation européenne. Le ministre l'a dit, c'est bien, mais s'il le fait, ça sera beaucoup mieux. Frédéric a parlé du bio. On a dit qu'il faut lancer le bio, et beaucoup d'agriculteurs, de viticulteurs notamment, se sont lancés dans le bio, y compris dans le maraîchage, qui connaît d'énormes difficultés, parce qu'on parle du vin bio, mais il ne faut pas oublier les maraîchers, qui connaissent d'énormes difficultés. Vous avez raison, madame, je partage votre analyse, il y a une question de pouvoir d'achat. Manger bio, ça voulait dire tout simplement qu'on avait un petit peu des moyens un petit peu supérieurs, parce que c'est en gros 10, 15 ou 20% plus cher, je n'ai pas regardé, je n'ai pas contrôlé de près. Ça veut dire qu'il faut avoir un peu plus de moyens, et c'est une qualité de vie qu'on recherche, et tant mieux s'il en est ainsi. Il s'avère qu'aujourd'hui, ce pouvoir d'achat des gens fait que on s'est retourné vers de la production conventionnelle. Donc on a le produit bio qui est en grande difficulté. En 3 ans, juste une petite chose, en 3 ans à Nîmes, savez-vous combien de magasins bio ont fermé leurs portes? Non, mais vous allez me le dire. 3 magasins bio je sais qu'il y en a un, mais dans les 3 dernières années. À Nîmes uniquement. Voilà. À Nîmes, vous voyez, Nîmes. c'est bien, ça correspond bien à ce que je dis. C'est une question de pouvoir d'achat. Parce que les gens ne se sont pas désintéressés du bio du jour au lendemain. Voilà. Derrière ça, sur la production de vin, qui a comment dirais-je, ce marché était porteur. Nous y sommes allés nombreux, enfin ils sont allés nombreux les agriculteurs. Aujourd'hui, ces mêmes producteurs se retrouvent à vendre du vin bio, qui demande quand même beaucoup plus de travail en termes de travail tout au long de l'année, le vendre au prix du conventionnel. Derrière ça, aujourd'hui, vous arrivez à une période, et j'en arrêterai là-dedans, parce que je pourrais être très loin sur l'agriculture, j'arrêterai là parce que vous avez un exemple. On a distillé 3 millions d'hectolitres. Frédéric a fait allusion à des problématiques de l'agriculture et de la viticulture ces 30 dernières ou ces 40 dernières années. On a distillé 3 millions d'hectolitres de vin l'année dernière.
La demande était de 4, pardon. On a d'ici les 3, la demande était de 4. Donc ça veut dire qu'on a laissé plus d'1 million d'hectolitres de vin dans les caves pas distillés. Ce gouvernement qui nous dit que tout va bien aller là, ce vin a été retiré au mois de septembre, nous sommes en février, bientôt, demain, il n'est toujours pas payé aux producteurs, aux agriculteurs. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de trésorerie là. Et on comprend pourquoi leur mécontentement, au bout d'un moment que... En tout cas, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la vase. C'est un sujet que vous maîtrisez bien. Il faut qu'on avance, monsieur Non, mais on va avancer, j'en termine là-dessus. Il nous reste 20 minutes. J'en termine là-dessus. On a encore beaucoup de choses. J'en termine là-dessus. Sur le vin, aujourd'hui, la consommation baisse en France depuis 60 ans. Oui. Donc aujourd'hui, il faut adapter la production à la consommation. On dit on va se développer sur l'international. C'est plus facile qu'à dire qu'à faire, parce que sinon nous l'aurions fait depuis longtemps. Aujourd'hui, je dis depuis le mois de juillet, je le dis à certains responsables agricoles dans le département, j'étais le premier, j'étais le seul, on m'a fait souvent des reproches parce que c'est pas neutre non plus, hein. Je dis qu'il faut arracher un certain nombre de vignes pour mettre en adéquation la production et la consommation. Aujourd'hui, les agriculteurs demandent 100 000 hectares d'arrachage. Dont le Bordelais, dont Frédéric parlait tout à l'heure, est en surproduction depuis plusieurs années successives. Ils demandent eux-mêmes 32 000 après avoir déjà fait une campagne de rachage. Donc on est bien là aujourd'hui où il faut rendre confiance à ces viticulteurs, à ces agriculteurs en général. Derrière tout ça, madame, et je voudrais le préciser quand même, vous prenez un viticulteur qui a 60 ans, alors je ne veux pas les mettre dire qu'ils n'ont pas de problème, mais ils n'ont plus d'investissement important, lourd, à rembourser tous les mois. Vous prenez un jeune qui s'installe et qui démarre dans la vie. Le problème, c'est que si on ne fait rien, et si on ne fait pas un arrachage massif, un arrachage qui permettrait d'équilibrer, pour permettre de sauver les générations à venir, on n'installe plus de jeunes en agriculture. Oui. Il n'y a plus de renouvellement des générations. Mais même sans ça, ils veulent plus. Si on veut demain une agriculture prospère, une agriculture qui nourrit la France, qui nourrit les Français, une agriculture qui soit porteuse d'espoir, il faut que ce gouvernement ne se contente pas de mesurettes à la petite semaine, parce que si c'est pour nous dire les intérêts d'emprunt, on le sait, ça se fait depuis 30 ans, les cotisations de la MSA, on le sait, les reports d'impôts, les réductions d'impôts, on le sait. Il nous faut de véritables mesures structurelles qui permettent d'engager l'avenir. Après, il faut en avoir peut-être la capacité. Est-ce que ce gouvernement en a? On verra dans les prochains mois. Apparemment, je pense que le ministre, auquel j'ai encore écrit la semaine dernière, pour lui rappeler, c'est parce que je l'ai vu, et je lui ai dit ça, le ministre a peut-être compris, alors ça dépend aussi de Bruxelles quand même, il faut dire tout ce qui est... C'est pas simple. On devrait avoir un arrachage, peut-être pas de 100 000 hectares, je ne sais de combien, mais il faudra que cet arrachage soit au moins de... Il y a deux systèmes d'arrachage. Il y aura un arrachage temporaire avec 7 ou 8 ans de différé pour replanter, qui permettra de... On n'a rien inventé. Voilà, on n'a rien inventé, mais ça permettra de voir un petit peu plus loin. Et on aura un arrachage définitif, parce que certains voudront arracher définitivement. Allez, on change de sujet, parce que du coup, on a été très très long sur les agriculteurs, mais c'était important, hein. On a précisé les choses. Comment on peut passer... Je ne suis pas d'accord avec vous, pardon. Non, comment on peut passer sous... d'autres questions. Comment on peut passer... Ouais, mais je veux bien. Alors je reviendrai. Comment on peut passer sous silence des hommes et des femmes qui sont en grande difficulté, qui depuis 8 jours sont on a beaucoup parlé. C'est là où je disais, j'intervenais auprès de Carlos. Salaire et revenus. Les agriculteurs, souvent, ils n'ont pas de revenus. Ils ont des salariés qui payent, mais ils n'ont pas de revenus. Moi, je l'ai vécu avec des copains, donc c'est pour te dire, voilà, c'est compliqué, quoi. Allez, avant de donner la parole aux sociétaires, ils ont des questions pour vous, Monsieur Boide, et puis Frédéric Touzelier a préparé une question pour vous. Moi, j'avais une question à vous poser sur le financement. Vous êtes monté au créneau, là aussi, au Sénat, sur le financement des collectivités territoriales. Vous avez touché du doigt un peu le sujet tout à l'heure, vous avez connu ça avec le RSA, notamment, à un moment donné, quand vous étiez président du département du Gard. Comment aujourd'hui l'État peut donner un financement juste aux collectivités territoriales? Est-ce que c'est de la vraie décentralisation quand on enlève aux collectivités locales l'impôt? Prenez le département, on lui a enlevé les impôts, ses dotations. Vous prenez aujourd'hui les collectivités territoriales, ils ne perçoivent plus la taxe d'habitation, c'est une dotation de l'État. Moi j'ai dit au ministre, là aussi sur la loi de finances, c'était simple. On indexe la DGF sur l'inflation. C'était aussi simple que ça. Ce qui veut dire que toutes les années, ils auraient un revenu qui serait une augmentation du montant de l'inflation. C'est pas du tout ce Sauf que la DGF, quand il est bien noté, la DGF baisse. Quand tu gères bien ta commune,
Tu montes une strate, on l'a vu, on a perdu 70 000 euros cette année de DGF parce qu'on est monté d'un cran supérieur parce que c'était bien géré. Allez, Frédéric Touzeli, c'est à vous. Votre question à Denis Boide. Bon, à Denis, je vais lui poser une question très simple. Il a vu tout à l'heure, il a bien ressenti que nous sommes oppressés aujourd'hui par les pénalités que nous avons. Parce que quand vous mettez en place un budget, que vous avez une augmentation des charges de nos agents et qui est légitime, quand vous avez par 2 ou par 3 la multiplication finalement du coût de l'énergie, quand vous avez une baisse de dotation et que vous avez des pénalités supplémentaires, c'est inadmissible. Je dis à Denis, est-ce que vous êtes prêt, monsieur le sénateur, à nous aider pour faire changer cette loi, pour qu'elle devienne une loi crédible et plus unique? Voilà. Ouais, vous parlez des pénalités qui sont... Et logiquement, sur la loi SRU, la faire évoluer. Je crois que il y a beaucoup de lois comme ça qui s'appliquent indifféremment où qu'on soit. J'étais sur un autre sujet, mais je vais répondre à ta question quand même. Je fais partie de cette commission économique où il y a aussi le logement. Quand on dit reconstruire la ville sur la ville, c'est une très belle idée. Surtout dit comme ça, c'est formidable. Peut-être faut-il y être énarque pour le sortir, mais je suis allé à Saint-Denis jeudi dernier. J'ai passé la matinée à Saint-Denis jeudi dernier, de 9h du matin jusqu'à 12h30, et j'ai fait une promenade à pied dans un rayon de 200 mètres autour de la mairie. La mairie, la cathédrale quand même. Hein, voilà. Et là, dans un rayon de 200 mètres, j'ai dû voir entre 200 et 300 logements de maisons d'habitants insalubres qu'il faut démolir, qu'il faut raser, qu'il faut reconstruire. Là, quand on dit reconstruire la ville sur la ville, oui, il faut la reconstruire sur la ville, là, on est d'accord. Après, quand vous mettez des contraintes sur la loi SRU, que dans le même temps, vous y mettez les contraintes du SCOT, les contraintes de votre PLU à vous, quand vous lui la mettez, future Loisanne. Quand vous lui mettez on peut en parler aussi, quand vous lui mettez aussi les contraintes, les pénalités, parce qu'ils n'ont pas le quota de logements sociaux auxquels ils ont droit, effectivement, ces collectivités locales ne peuvent pas rattraper un retard qui n'aurait pas forcément imputable, qui est un retard qui fait au fil des années. Voilà. Qui a fait ça, donc, effectivement, ils ont quand même des possibilités avec la pénalité. Si vous achetez des terrains, vous pouvez quand même laisser ce terrain à un bailleur social, etc., etc. On vous enlève la pénalité ou on vous la rembourse. Donc, c'est peut-être une bonne chose, mais peut-être faut-il prendre en compte que un petit peu la suggestion, c'est, je vais encore une fois le dire, c'est une véritable déclaration de politique du logement. Ça ne se tient pas par des petites mesurettes où on va autoriser que les logements conventionnés rentrent dans le cadre des logements sociaux. C'est une vraie politique du logement qu'il faut mettre en place avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut produire du logement social et du logement intermédiaire partout. Hugo, votre question à Denis Boide. Je suis heureux de voir que le débat s'oriente sur les questions de logement, de revenus, de salaire, les questions sociales, et ça fait du bien de pouvoir en parler. Et justement, il y a quelques jours, j'écoutais un discours d'une responsable du Secours populaire au niveau départemental dans le Gard, qui s'exprimait, qui parlait de l'aggravation de la situation telle qu'il la vivait, et également pour eux du manque de financement, parce qu'un ensemble de mesures ont conduit à parfois l'affaiblissement d'un point de vue financier de ces structures. Et elle disait, il y avait des responsables politiques qui étaient là, que ce que fait le Secours populaire, ce que font les associations de solidarité ne remplacera jamais l'action politique. En quelque sorte, elle interpellait les élus. Dit, on ne fait pas du sparadrap, on est là pour apporter de l'aide, du soutien, mais on Quelle est votre question, Denis Boide ? Et donc, la question que je voulais poser à Denis Boide, c'était... Ce soir, tout le monde fait long, hein. Ah oui. À partir de ça, comment on fait pour que dans le débat public, ces questions-là, elles soient au devant de la scène, qu'elles soient, la réponse est compliquée, mais comment on fait pour que ces questions-là soient au cœur du débat plus souvent ? Je l'ai dit, je crois qu'on a besoin de produire de l'habitat. Quand on nous dit qu'on va faire 9000 logements pour d'urgence, c'est bien. Hein, mais c'est vraiment aller au cœur du problème. Encore une fois, c'est un artifice, mais ça règle des problèmes, bien sûr, mais ça ne règle pas le problème de la question de fond que vous posez. Nous avons fait à la commission économique l'audition, il y a un mois maintenant, de l'ensemble des acteurs du logement social. Il y avait l'USH, il y avait les Restaurants du Cœur qui étaient représentés, il y avait la Fédération du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers, des agents immobiliers, je ne vais pas citer tout le monde. Non. Tout le monde se reconnaît à dire qu'aujourd'hui, on ne construit plus de logements.
pas plus social qu'intermédiaire quand même. Hein. Il y a une baisse du logement qui est catastrophique. Ah mais il suffit de poser la Et là, question aux quand entreprises on du est dans BTP. quand on est dans un département comme le nôtre, c'est quand même une vraie catastrophe. Et derrière ça, on a un gouvernement qui est muet. Il les voit les problèmes quand même. Et derrière, ce qu'on ne voit pas, j'ai vu que la Fédération du bâtiment le reprenait hier dans ses vœux, ou lundi dans ses vœux. On va perdre 150 000 emplois d'ici 2025, c'est-à-dire en 2024. 150 000 emplois en France dans le bâtiment, mais dans les effets induits, c'est-à-dire les promoteurs, etc., on va en perdre 150 000 de plus. On va perdre 300 000 emplois. Et moi, je pars d'un principe simple, Abdel, vous le savez. Quand le bâtiment va, tout va. Alors j'ai l'impression de dire aujourd'hui que rien ne va. Claire, votre question à Denis Boite pour terminer. Alors, tout ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant. C'est bien de venir ici le dire et c'est bien de nous le dire, mais nous n'avons aucune solution et aucun pouvoir. Alors ma question, j'étais en train de me demander, de dire, mais tout ce qu'il dit, ce monsieur, est-ce qu'il le fait remonter ? Et si oui, par quelle voie ? Qui vous écoute ? Qui devrait vous écouter ? Après, ils sont dans l'opposition au Sénat, les socialistes. Oui, mais bon, ce que vous dites, ça peut aussi être dit par des gens de droite, puisqu'il faut dire qu'il y a la gauche et il y a la droite. Donc je suppose que c'est dit aussi par des gens comme vous. Vous êtes de droite ou de gauche, vous, monsieur Touzelier ? Je suis là. Hein, voilà, je savais, c'est pour rire. C'est pour rire. Non, mais c'est pour convaincre notre ami Carlos. Je sais. Donc c'est... Voilà. C'est Hugo et son prénom. Voilà. Hugo, pardon. Hugo Carlos. Excusez-moi. Et donc, moi, tout ça, je me dis que des gens comme monsieur Touzelier doivent faire remonter cette information, mais pourquoi on s'en saisit pas en haut lieu ? Alors, Denis Boide, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites au Sénat ? Qu'est-ce que je fais sur le logement ? Vous remontez pas ça au Sur Sénat. le logement, vous regardez ce que j'ai fait. J'ai dû poser 3 ou 4 questions au gouvernement sur le logement. Oui, mais je ne parle pas de vous. Je parle d'eux. Ils font quoi, les autres ? Je parle de ce que nous faisons au Sénat. J'ai dû poser 3 ou 4 questions sur le logement. J'ai dû en poser autant, sinon plus, sur l'agriculture. Enfin, c'est les 2 thèmes sur lesquels j'interviens le plus souvent, parce que je fais partie de la commission. Quand vous dites, notre collègue, il n'a pas la même sensibilité politique que moi, je siège dans une commission où la présidente de la commission est chez les Républicains. Elle a sorti un rapport que nous avons voté, que j'ai approuvé, qui reprend tout ce que je viens de vous dire. Et là, ça s'arrête là. Et voilà. Alors, pourquoi c'est pour ça que personne ne se saisit de ce rapport ? Quand Abdel dit vous êtes dans l'opposition, c'est vrai qu'on est dans l'opposition, ça on s'en aperçoit souvent, parce que les propositions qu'on fait, nos amis des Républicains ne les acceptent pas toujours. Ça c'est vrai. Mais on l'a bien senti sur la loi immigration d'ailleurs. On l'a bien senti sur la loi immigration. Mais sur des dossiers aussi spécifiques, aussi spéciaux que ça, nous avons des vues qui sont parfois un petit peu divergences à la marge, mais sur la globalité de la situation du logement en France et du logement social en particulier, nous partageons l'analyse. Il y a un consensus. Il y a un consensus. Donc en fait, Denis Boite, je vous laisse la parole. On avance parce qu'on est très en retard. C'est à vous de poser une question à Frédéric Touzelier. Comment on fait, monsieur le président de la communauté, de vice-président de l'Aglo ? Vous êtes, je crois, président du SCOT du Sud-Gard, c'est ça ? Vous avez des fonctions, notamment dans l'urbanisme, si j'ai bien compris, c'est vous aussi. Maire de Générac. Maire de Générac, mais ça tout le monde le sait aussi. Quand nous votons des lois comme le ZAN, zéro artificialisation nette, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment des élus de terrain comme vous, parce qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a un élu de terrain, comment c'est ressenti ? Parce que des fois, je le dis, j'entends des discours au Sénat, madame, pour aussi répondre un petit peu à votre question, où parfois, même si nous sommes les élus des grands électeurs et notamment des collectivités territoriales, des fois nous sommes un peu déconnectés de la réalité. Mais là, la réalité, c'est le ZAN, comment je l'applique dans un périmètre comme le vôtre, dans une agglo comme la vôtre, de 170 000 habitants, c'est ça ? Oui, Frédéric Touzelier. Il y avait Scott Sudgard qui a 82 communes et 380 000 habitants. Donc, c'est très simple, je vais vous le dire, monsieur le sénateur, je suis en train de faire le tour des différentes communautés de communes. Quand je vois de quelle manière nous allons être contraints en termes de surface pour continuer à développer notre économie, nos logements, nos équipements publics et nos capacités à faire du photovoltaïque, on se pose toutes des questions en clair aujourd'hui. Comme je disais, il y a la règle et le fond. Sur le fond, on ne peut pas appliquer une règle à tous les territoires. Et là, dans l'Occitanie, il y a 13 départements
qui sont, et tu le sais Denis, qui sont complètement hétérogènes en termes de développement. J'ai présenté dernièrement peut-être le nombre de surfaces qui nous restera, et c'est pas fini, dans le Stuttgart pour les 10 ans à venir. Tous les maires, tous les présidents de communautés de communes, tout appareil politique confondu, aujourd'hui, se font beaucoup de soucis. Ça méritera de venir exprimer un peu cette démarche-là. On le fera probablement au mois de mars quand vous viendrez. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on parle d'un département pauvre. J'ai un élément concret. Moi, je voudrais qu'on parle de la rénovation du marché-gare, parce que c'est un vrai projet là. Et ça s'inscrit probablement aussi dans la démarche du gouvernement et de ce que disait tout à l'heure Denis Boite, de construire sur de l'ancien. Alors, nous sommes dans une stratégie ERC, éviter, réduire, compenser. Oui, mais là, vous y arrivez pour le marché-gare. Attendez, je vous explique. C'est qu'une fois qu'on aura fait une évaluation de toutes les friches urbaines à restructurer, il nous restera quand même pas assez d'hectares pour continuer le DEVECO. On en parlait, Hugo, tout à l'heure, de la pauvreté du département, comme disait le président. En 2026, il me semble que quand nous aurons fait une évaluation, il ne nous restera plus rien. Quand une entreprise va venir et qu'on n'a plus rien dans Stuttgart, où elle va aller? C'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Après, tout le monde est là pour dire l'environnement c'est important, mais bien sûr que l'environnement c'est important. Mais il y a un développement économique aussi à regarder de près. Surtout vu la situation du département. Hugo, votre question à Frédéric Touzelier. Ma question elle est courte. J'ai écouté l'émission il y a quelques jours d'un média local, Objectif Gare pour pas le citer, où il y avait un sénateur, un autre, qui était invité, Laurent Burgoa, et qui vis-à-vis de la majorité présidentielle était ambigu. Et ne fermez pas la porte à un ralliement et à un changement, etc. Moi, je voulais savoir votre regard là-dessus et votre position après son Ma position personnelle, pas la position de Laurent Burgoa, je ne vais pas la commenter, vous pensez bien. Je ne commente pas les positions de mes amis, même si ce serait Denis Boite, je ne la commenterai pas. Ma position personnelle aujourd'hui, c'est que moi je suis parti d'une union politique et j'y reste. Voilà. Après, vous êtes à l'aise quand même avec Éric Ciotti, avec. On a l'impression quand même que par moment, son discours c'est pire que Marine Le Pen. Je suis pas à l'aise avec tous les discours, vous le savez très bien, bien sûr. Je suis plutôt quelqu'un de modéré, mais aujourd'hui, moi je crois beaucoup en quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui a un homme de terrain, qui a fait énormément de choses dans sa région. Et moi, je crois aux hommes, et après les idées viennent même s'il remet un peu en cause quand même le pouvoir du Conseil constitutionnel. On peut se poser quand même la question, à un moment donné, dans notre pays, on est face quand même à des acteurs politiques qui vont jusqu'à remettre en cause le Conseil constitutionnel. Je suis bien d'accord qu'il le remet en cause, mais en fait, l'objectif aussi, de faire bouger les lignes et de donner une autre façon de penser. Il n'y a pas de raison, quand on nous pond une loi, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, il est bien aussi de faire bouger les lignes. Regardez aussi pour la loi, pour la retraite, les départements à gauche, on dit on ne l'appliquera pas. Donc, vous voyez, quelque part, on s'y retrouve tous. Mais l'important, c'est de faire bouger les lignes, me semble-t-il. Donc, voilà, j'ai répondu. Laurent Burgoa, c'est son affaire, c'est pas la mienne. Allez. Mais c'est toujours mon ami. Claire, votre question pour terminer la séquence du match des invités à Frédéric Touzelier. Mais moi, j'ai beaucoup parlé. Je n'ai pas de questions. Vous n'avez pas de questions pour Frédéric Touzelier? Non, je n'ai pas de questions. Peut-être une petite question, mais est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être posée? J'ai tout à l'heure parlé d'exception française. Est-ce que vous pensez que au Parlement, on pourrait présenter cette demande d'une exception concernant la viticulture française ou l'agriculture française? Est-ce que cette demande pourrait être proposée? Je crois que tout peut être proposé. Après, d'être reçu, c'est différent. Mais bon, politiquement parlant, bien sûr qu'elle peut être posée. Je pense à Denis qu'elle peut mettre les choses en place. Et c'est important de le dire. Après, l'exception française sur la viticulture, c'est quand même un potentiel énorme. Mais Gabriel Attal, elle a quand même parlé. C'est assez juste ce que dit Claire, parce qu'il a parlé hier un peu comme l'exception française sur la culture, de mettre la même chose sur l'agriculture. Oui, mais on peut toujours le mettre. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la difficulté. D'ailleurs, on voit quelque chose qu'on n'avait pas mesuré, on n'avait pas mesuré, pour pouvoir c'est qu'aujourd'hui, tous les pays européens et tout le monde agricole au niveau de l'Europe, aujourd'hui, grondent. Et pourquoi aussi? Parce qu'on a peur de l'Ukraine. Pourquoi on a peur de l'Ukraine? Parce que vous savez très bien, c'est le grenier à blé de la Russie, et ça peut être demain le grenier à blé de l'Europe. Donc tout le monde se fait du souci aussi. Merci à tous en tout cas d'avoir participé ce soir à cette émission et au match des invités.